Aristide Monod, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, hein, il y a 35 recours. Et il y a plusieurs partis politiques dont les requêtes intéressent l'opinion publique. Mais il y a surtout le cas de Maurice Kamto qui a été investi par le Manidem. Alors, est-ce que vous comprenez, je dis ça comment? Il y a une sorte de... Un certain nombre de personnes estiment qu'il y a comme une sorte de levée de bouclier contre la candidature du professeur Maurice Kamto investi par le Manidem. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'il y a comme mouvement tout autour, l'agitation qu'il y a tout autour, et qui pour certains prennent l'allure d'un complot contre le candidat du Manidem, Maurice Kamto? Alors, Duval, pour comprendre le jeu, c'est-à-dire le système d'interaction entre les différents acteurs, le système d'échange ou des relations entre les différents acteurs du champ politique, dans cette situation, il faut considérer l'enjeu. L'enjeu veut dire ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu dans l'affaire Kamto? C'est la reproduction du système en place. On peut appeler ça l'éternisation du régime Paul Biya au pouvoir. Alors, l'acteur central de ce régime est dans un état de faiblesse normal pour un homme de 92 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer la succession? Donc, l'enjeu, c'est la guerre de succession. Une lutte que les acolytes et les proches du président, partisans de l'ordre de 82, ne veulent pas engager avec les acteurs externes, les outsiders. Il faut donc neutraliser les outsiders. Ça veut dire ceux qui ne font pas partie du système afin de gérer à huis clos la succession à la tête de l'État après le départ de Paul Biya. Et Maurice Kamto, le MRC, incarne aujourd'hui le leadership du changement voulu par les outsiders, donc le peuple du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ne pas avoir ce peuple de changement à l'heure où ils vont engager la succession gré à gré à la tête de l'État dans le remplacement de Paul Biya par un élément du système? Il faut à tout prix neutraliser celui qui incarne aujourd'hui de manière un peu plus déterminée la voix du peuple. Souvenez-vous, l'élimination du professeur Maurice Kamto ou sa disqualification à l'élection d'octobre a été convoquée des années 4 ans ou 5 ans avant. Vous savez, après les sueurs froides de 2018, avec l'opération non-hold-up électorale, il était question de détruire le MRC parce que c'était la première fois que le régime faisait face à ce type de résistance dans la rue après la résistance des années 90. On a pensé la dissolution du MRC. L'acte a été rédigé, mais n'a pas été signé. On a pensé la décapitation du MRC, l'implosion aussi du MRC, à travers certains acteurs militants qui ont été achetés pour faire imploser le MRC. On a décapité, on a mis des éléments stratégiques tels que le porte-parole, Bébou Nissak en prison, Alain Fogué en prison. Maintenant, ils se sont rendus compte que le MRC tient, le professeur Maurice Kamto tient, pas en tant qu'individu, mais l'incarnation de la voie du changement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut mettre en œuvre un bon nombre de mécanismes pour ne pas permettre au MRC et Maurice Kamto de pouvoir assister, de pouvoir gâter le match de 2025, qui pour le système est un élément assez important, était un moment assez important, parce qu'une fois le pouvoir récupéré sous couvert de M. Paul Biya, on va pouvoir décider de la succession. Alors ils ont d'abord surfé sur l'illégibilité du MRC à investir un candidat. L'élément phare utilisé a été le report illégal des élections législatives et municipales. Ayant constaté que le professeur Maurice Kamto restait déterminé, ils ont cadenassé l'option de l'obtention des 300 signatures et ils ont cadenassé également l'option de ce qu'ils eux-mêmes ils appellent parti Yango. Et ils étaient convaincus
jusqu'au jour où le fameux officier de police a mis un document de la candidature de Kamto sur les réseaux sociaux. Le régime est donc pris de court. Toutes les options qui ont été mises en place pour empêcher le MRC, Maurice Kamto, de pouvoir participer aux élections à venir, venaient de connaître une grosse défaite. Il fallait maintenant penser à autre chose. Et je vous le dis, c'est quelque chose qui a été pensé en avance. Vous vous souvenez, lorsque vous avez été suspendu, ainsi que l'émission Droit de réponse, en juillet 2024, je crois le 7 juillet, nous avons évoqué 2 cas ici. Le cas où le ministre de l'administration territoriale traitait Cabral Libye de nounou, et le cas où il demandait à Maurice Kamto d'attendre 2032. Vous vous souvenez, il était péremptoire. Ça veut dire que c'est une décision mûrie, étudiée avant, pour ne plus avoir affaire à une opposition résistante. Et vous vous souvenez de récemment la sortie du ministre Sadi, qui a dit que si Maurice Kamto passe, sachez qu'on a violé la loi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui avait été mûri. Alors, pris de court par l'option du Manidem, qui travaille avec Maurice Kamto depuis des années, pris de court, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc aller exhumer, comme le disait tout à l'heure Willy, M. Yebga, pour venir embrouiller le système, leur offrir un élément de disqualification. J'ai été très amusé tout à l'heure lorsque M. Messi se battait à démontrer qu'il n'y a pas une certaine similitude entre le cas du RDPC et le cas du Manidem. Pas qu'il n'a pas raison. Il peut avoir raison. Il a même raison. Disons qu'il a même raison. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le cas du MRC, le Conseil électoral a pris le temps de lire les textes du RDPC. Voilà. Donc a pris le temps de lire les textes du RDPC. Ouais. Et prouver que Léon Taylor n'a pas la bonne investiture. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont quand même pris le temps de lire le texte. Mais dans le cas du Manidem, on les envoie plutôt devant le Conseil constitutionnel. Parce que je suis convaincu que si Erekam avait accordé la même attention qu'il a accordé au RDPC, il aurait tout simplement validé la candidature de Maurice Kamto. Parce que ça coule de source. Je vais vous prendre un cas similaire au cas du Manidem. Le PCRN. C'est pratiquement. Déposer ces 30 millions comme Kamto. C'est pratiquement. Non, c'est pratiquement la même démarche, mais avec des traitements, avec des résultats totalement différents. Dans le cas du PCRN, Robert Kona attaque les décisions du congrès de Guédiguis. Il attaque à plusieurs reprises. Donc on l'a fait en bas, tu veux dire? Non, Guédiguis. Le tout premier qui avait investi. Exactement. Ça, c'est le premier. Il conteste les résolutions de ce. Parce que lui m'a fait une autre là-bas où il a été investi lui-même, toujours à Guédiguis. Il conteste. Non, il va devant les tribunaux. Il va à Kaélé, il va à Maroua, il va en Fou et il perd. Pourquoi? Parce que on estime que le congrès a été tenu en bonne et due forme. Et par conséquent, il doit laisser Cabral Libye avancer. Dans le cas de Yebga, le Manidem veut organiser son congrès. Yebga demande l'annulation du congrès. Le tribunal se déclare incompétent. Par la suite, le congrès se tient, les résolutions sont produites. Le ministre de l'administration territoriale valide les résolutions de ce congrès. Le président du Manidem s'appelle Anissé Ekane. Et tous les échanges entre les autorités et le Manidem étaient... le représentant du Manidem était Anissé Ekane. Donc, Anissé Ekane, du point de vue légal et administratif, est resté président dans la logique de l'ordre de 82 du régime de Yaoundé, est resté président jusqu'au jour où le régime a appris qu'il a décidé d'accorder l'investiture à l'ennemi politique le plus redouté, à savoir Maurice Kamto. Et vous voyez que on se rend à l'évidence que le MINAT, à chaque fois
qu'il y a une situation au sein d'un parti politique qui ne l'arrange pas, il est toujours du côté des mécontents. Le MINAT, donc lorsque ça concerne l'opposition, il est toujours du côté des mécontents. Si le RDPC était un parti d'opposition, le MINAT serait aujourd'hui derrière Taylor. Donc il s'arrange à être d'accord avec ceux qui contestent lorsqu'on est en situation d'adversité. C'est comme ça que le MINAT a fait avec Kawala, c'est comme ça avec l'UPC, c'est comme ça aujourd'hui avec l'Omanidem. Et il y a ceux qui vous disent aujourd'hui que si le MRC avait eu des élus en 2020, il ne serait pas dans les problèmes aujourd'hui. Moi, je dis c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si le MRC avait eu ses élus et présenté un candidat, je suis convaincu que le MINAT allait s'aligner derrière des prétendus contestataires au sein du MRC, et Maurice Kamto allait se lever un beau matin en visitant le site du MINAT et constater qu'il n'est plus président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mamadou Mota allait se lever un beau matin et constater qu'il n'est plus le vice-président, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc il y a un problème de fond. Comme je l'ai exposé tout à l'heure, c'est celui d'écarter toute opposition sérieuse de l'élection de 2025, qui est un moment important pour assurer, dans un premier temps, la réélection frauduleuse de Paul Biya, et après maintenant, voir comment les héritiers vont gérer la succession. Ce qui est désolant, M. Duval Fangwa, aujourd'hui, certains ont l'impression que nous défendons, nous autres de la société civile, nous défendons Maurice Kamto. Non. Nous défendons la justice, nous défendons la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il est incompréhensible que dans une situation de jeu démocratique, on voit des acteurs descendre aussi bas parce qu'ils veulent régler les comptes à un homme, à une opposition. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, je vous assure, je crois que les politologues, les jeunes politologues devraient dès à présent commencer à travailler sur le cas particulier du Cameroun. C'est pire que de la sorcellerie. Certains vont te dire c'est le jeu politique. Ce n'est pas ça la politique. Ils vont vous dire c'est de la stratégie. La stratégie commande l'intelligence. On fait la stratégie avec l'intelligence. Or, dans le cas précis, les adversaires du changement, les ennemis du changement, n'utilisent pas l'intelligence pour mettre en difficulté ou pour neutraliser leur vis-à-vis. Ils utilisent la police, la force policière, ils utilisent la gendarmerie, ils utilisent la justice, ils utilisent l'armée pour neutraliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme ils sont en position de pouvoir, ils peuvent donc manœuvrer à l'intérieur pour influencer les institutions qui devraient normalement être neutres. Et c'est très désolant. Et comme Willy a dit tout à l'heure, et pour nous autres crisologues, ceux qui ont étudié la sociologie des crises, moi je ne serais pas surpris. Je ne serais pas du tout surpris qu'il y ait des réactions de révolte à partir de demain ou quand on invalide la candidature de Kamto. Ce n'est pas un souhait. Je vous dis, tous les éléments conflictogènes ou chrysogènes sont rassemblés pour qu'il y ait une situation difficile, chaotique, même si on ne la souhaite pas. Je parle en tant que chrysologue. Et c'est comme ça qu'on avait alerté le gouvernement concernant le cas de Boko Haram. J'avais fait un article en 2013 pour le compte de Monde Blog de RFI en disant c'est bien parti pour durer. Même chose en 2016 avec la manifestation des avocats et des enseignants. On a dit l'affaire risque de déboucher sur autre chose dans la zone anglophone. Aujourd'hui, si on s'en tient seulement au chiffre de 2020 de International Crisis Group, nous sommes à plus de 6 000 morts. Boko Haram, plus de 8 000 morts. Alors, on n'évolue pas, on ne dirige pas un pays en fonction des caprices personnels ou des intérêts individuels. Aïssé Mono, dessinez pas le diable au mur, s'il vous plaît. Non, nous ne le souhaitons pas. Mais je voudrais, avant de continuer à donner la parole à Edmond Kamgia, indiquer que je recuse les termes que vous avez utilisés. Je crois que lui a parlé de résurrection. Il a dit qu'on a ressuscité Yaga. Moi, je crois que c'est un peu fort. Vous avez parlé de... Aïssé Mono a parlé d'exhumer. Je crois que ce sont des thèmes que moi je recuse. Non, moi je recuse ces termes-là qui peuvent être assimilés à des propos insinuants. J'aurais souhaité par exemple qu'on dise que
Voilà, on l'a remis en selle. Voilà, on a donc remis, j'achète votre... D'accord, on l'a remis en selle. De minuit. Non, on l'a remis en selle. On l'a remis en selle, oui, c'est c'est mieux. mieux. Voilà, c'est pas la paix. Exactement. Et pourtant, tous ont le mot paix dans la bouche et sur les lèvres, tant des citoyens vraiment épris de paix que de fauteurs et soupçonnés de troubles. Et dans la chute, il dit, tant qu'il y aura une société à deux justices, on aura beau parler de paix, prier pour la paix, plaider pour la paix, ce ne sera que mensonge, comédie, hypocrisie et duplicité. Le peuple continuera de murmurer et nous nous interrogeons. Et il y a cette phrase-là qui a retenu particulièrement mon attention. Il cite Lord Ewart. Il dit la justice ne doit pas seulement être faite, elle doit aussi être vue comme étant faite. Et il me semble que là, il s'adresse au Conseil constitutionnel. Rapidement, en quelques secondes, votre lecture, et pour qu'on avance sur un autre sujet en rapport avec cette fois-ci, l'interdiction, si vous voulez, le refoulement de Issa Thiron Aboubakary à l'aéroport international de Yaoundé alors qu'il se rendait au Sénégal. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'être chrysologue pour capter des éléments de crise. Ça, c'est un évêque qui parle de paix, de la menace sur la paix. Le jour où le Conseil constitutionnel délivre la liste des 13 candidats retenus, j'ai reçu beaucoup d'appels ce jour. Il y a un appel qui m'a beaucoup marqué, un papa de Bacham. Il a commencé à échanger, après il a fondu en larmes, en sanglots au téléphone. Il a commencé à pleurer, un papa qui pleure. On appelle ça l'accumulation des frustrations. Et lorsqu'on se trouve dans une situation où il y a une masse importante qui accumule des frustrations, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des moments de décompression. Donc, les gens sont comprimés et ils décident de rentrer dans la décompression. Et on doit toujours tenir compte de ces éléments. Il y a le fait que nous autres, Duval, nous nous sommes investis. Pas pour que Kamto soit forcément président ou candidat, mais pour que les élections soient inclusives et apaisées. Si je vous dis par exemple que depuis que je suis né, je n'ai jamais fait un choix à la présidentielle, c'est toujours bulletin nul, ou je m'abstiens tout simplement. Pourquoi? Parce que j'estime que le jeu n'est pas assez clair et les chances pour les uns et les autres ne sont pas les mêmes, parce que le candidat du parti au pouvoir a généralement une certaine avance sur les autres, pas parce qu'il est fort, parce qu'il a avec lui toute la machine administrative, toute la machine économique et toute la machine politique. Nous nous sommes investis dans les 10 régions du Cameroun en dépensant nos petites miettes, en dépensant de notre temps, et même dans une situation de douleur. Ça veut dire, on m'appelle, on me dit, mon enfant vient de décéder. J'ai dit à mon binôme Raoul Mopi, vous allez continuer à l'ouest. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il faut amener les Camerounais à ne pas penser à d'autres modalités d'expression dans le choix de leurs dirigeants. Les urnes. Quel que soit ce qui va arriver, allons dans les urnes. C'est pourquoi nous avons intitulé notre initiative « Inscrivons-nous d'abord ». Alors, après avoir travaillé comme ça, un jour, vous vous rendez compte qu'il y a des multirécidivistes qui décident de mutiler la cartographie des acteurs pertinents à cette élection. Ils décident d'enlever. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est même pas par intelligence, c'est de manière grossière. Ça veut dire que les gens prennent une décision, ils disent « quand tu ne seras pas candidat ». Et ils récidivent même au moment où M. Kamto essaie de trouver des pirouettes pour contourner le face-à-face. Pour contourner le face-à-face, M. Kamto a toujours été clair. Le changement dans la paix et pas les urnes. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, au cas où on invalide sa candidature demain, qu'est-ce qu'il dira finalement à tous ceux qui ont cru en lui? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a une tendance qui a toujours estimé que les élections, ça ne vaut pas la peine au Cameroun. Il faut penser à d'autres options. Qu'est-ce que M. Kamto dira à cette masse? Toujours les élections, toujours le changement par les urnes et par la paix? C'est juste une interrogation. M. Kamto a fui le face-à-face. Lui-même, il a dit, je ne me souviens plus de la date, il avait dit, je vais danser au rythme du régime. Le régime a dit, tu ne vas pas te présenter à l'élection avec le MRC. Il avait raison sur la question du mandat impératif ou du mandat représentatif, mais il a fait preuve d'humilité, il est parti chercher ce que les autres ont appelé parti Yango. Maintenant qu'il est dans son parti Yango, vous l'acculez encore.
Quand je parle de Camto, je parle du peuple du changement. Vous les acculez et vous prenez le soin de décider qui va prendre part aux élections. Le RDPC décide qui va l'affronter finalement. Et c'est une mécanique qui a toujours existé. C'est-à-dire le RDPC choisit ses opposants. Moi, je veux affronter tel. Donc, Ganou se place et dit que bon, moi, je veux affronter Kola Sucré. Et je ne vais pas affronter tel. C'est comme ça que le RDPC décide. La preuve, la liste des 13 a circulé avant même la publication par ELECAP. Ça veut dire qu'ils appellent leur liste depuis. Donc, c'est un schéma qui a été bien pensé et qui est en train d'être mis en exécution et les gens sont prêts à l'implémenter. Donc, nous appelons une fois de plus nos chers aînés de la branche fondamentaliste et extrémiste du renouveau que il y a une vie après le pouvoir. N'ayez pas peur de perdre le pouvoir. Rien ne va vous arriver et n'ayez pas peur de perdre le pouvoir. Dit également aux juges du Conseil constitutionnel qu'il y a des Sénégalais qui nous regardent. Il y a un qui a intervenu l'autre jour à Equinox ce soir. Un député. Un député sénégalais qui a intervenu. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a sauvé le Sénégal de la dérive ou de l'implosion? C'est le Conseil constitutionnel lorsqu'il s'est rendu compte que Macky Sall voulait arbitrairement écarter son principal challenger. Et c'est la même chose ici au Cameroun, que nos aînés du Conseil constitutionnel prennent la pleine mesure de la responsabilité qui leur revient demain de protéger la nation camerounaise, de sauver la nation camerounaise demain. Parce que si la décision la décision arbitraire du Conseil électoral est entérinée, je vous assure, il y aura beaucoup qui seront dessus. Ici au Cameroun et en diaspora. De sorte que le jour où quelqu'un nous offre, le jour où quelqu'un va encore arriver leur parler d'élection, ils vont vous dire allez avec vos conneries ailleurs. Or, il est question de maintenir des gens dans le jeu. Parce que lorsque vous obstruez les voies d'expression démocratique, vous ouvrez immédiatement les voies d'expression antidémocratique, donc non conventionnelles. Très bien, on sort. Je vous donne maintenant 30 secondes pour réagir sur le sujet par lequel on va sortir de l'émission. Aristide Mono, il s'agit de ce sujet en rapport avec le refoulement de Issa Tiroua Bakari à l'aéroport international de Yaoundé. Simalène, il se rendait au Sénégal, dit-il, pour se recueillir chez la tombe du président Amadou Ahidjo. Il en a été empêché et il a donc fait une sortie pour expliquer cela. Et il y a une réaction de Aminatou Ahidjo, qui est la fille du président, qui dit qu'elle dénonce avec force les mensonges de cet homme politique qui veut ignorer les règles établies au Cameroun s'agissant des mouvements de nouveaux anciens ministres qui doivent recueillir l'autorisation de monsieur le président de la République avant toute sortie à l'étranger. Comme je l'ai indiqué, il a été refoulé par la police. Et cette police-là qui est chez la sellette aujourd'hui, avec cette affaire de vidéos qui ont fuité, je vous donne tout le package pour que vous puissiez trouver qu'est-ce qui vous intéresse le mieux dans cette affaire-là. Alors, on parle des scènes, des actes d'homosexualité et des partous dans un bureau de la police sous l'effigie du chef de l'État et à côté du drapeau national. Alors, Duval, j'ai pris le temps cette semaine de regarder à nouveau toute la production de John Wick, le film John Wick. John Wick 1 jusqu'à John Wick 4. Je me suis rendu compte. Vous n'avez pas nous raconter tout le film, parce que vous n'avez qu'une minute. Oui, les mafias fonctionnent avec les dettes. Une fois que vous entrez dans une mafia, vous êtes endetté et vous devez payer les dettes. Ce qu'on réclame à M. Issa Chiroma, c'est la dette de fidélité à l'emploi de Paul Biya. C'est pourquoi on le claque, parce que dans le film, dans les John Wick, lorsque vous plaquez avec une dette, la mafia est derrière vous et elle cherche à vous éliminer. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau, c'est en fait cette démarche totalement opaque dans la persécution des opposants, de ceux qui ne sont plus d'accord avec l'ordre dominant. Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé dans le fond pour savoir si M. Chiroma était en droit de se déplacer, mais c'est la procédure qui me fait un peu peur. Ça veut dire qu'on ne te dit absolument rien. Le commissaire qui arrive, il parle seulement de bouche. Et entre-temps, il vous parle d'un acte qui a été pris par la présidence, mais sans une note. On ne notifie pas. Ça veut dire qu'on vous prend comme ça. Maintenant, concernant le film pour adultes que nous a offert les éléments de la police, il faut dire que moi, ça ne me surprend pas. Il y a une conservatrice des présumés ébats sexuels des hauts commis de l'État. Bon, je ne vais pas citer son nom.
celle-là qui a pratiquement les archives et qui a des donné en choses haleine louches le et tout. peuple pendant Voilà. plusieurs semaines ici. Lorsque vous prêtez un peu attention à ce qu'elle dit, vous vous dites tout simplement que nous sommes contrôlés par des pervers et que le sexe est un élément important dans le fonctionnement de l'ordre dominant. Sauf que